Ici Mathieu Nadon. Quand printemps rime avec relâchement, les rassemblements soulèvent des inquiétudes. Procès des deux Michael en Chine, front commun de 26 pays pour demander leur libération. Et des centaines d'élèves de retour à l'école à temps plein, doit-on craindre les éclosions? Ce soir, au Téléjournal. C'est difficile quand il fait beau et chaud, mais la distanciation, rester au sein de notre famille, puis autant que possible chez nous demeure. Vous ne pouvez pas boire et ou bien manger un sandwich avec le masque. Donc vous êtes obligé d'enlever le masque. La minute où vous enlevez le masque, vous êtes vulnérable. We remain deeply concerned at the lack of minimum procedural protections. Ça fait longtemps qu'on déplore la détention arbitraire de Michael et qu'on travaille avec nos alliés à travers le monde, comme on a vu avec la présence de diplomates de partout dans le monde lors du procès. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au fait que maintenant on est beaucoup. Mais je pense que jusqu'à date, ça s'est super bien passé. Ça va être peut-être plus un défi, mais j'ai confiance qu'on est capable de respecter les consignes, que les jeunes ont quand même un esprit. Et ça vous rajoute, pour qu'on comprenne bien, combien d'élèves? Ça nous rajoute, je vous dirais, à peu près 350 élèves. 18h, bon début de soirée. Quelle température extraordinaire. J'espère que vous avez réussi à en profiter. La bonne nouvelle, c'est que ça va se poursuivre demain. On va le voir avec Alain dans quelques minutes. Ça fait du bien au moral, mais ça soulève aussi des inquiétudes parce que les amateurs de plein air ont envahi plusieurs endroits dans les derniers jours, notamment le marché Baille à Ottawa, en ne respectant pas toujours les consignes sanitaires qui sont en place. On va aller sur place d'ailleurs. Frédéric, ça préoccupe les images qu'on a vues depuis le début du week-end. Ça préoccupe. Exactement. Là, vous voyez, Mathieu, derrière moi, le marché Baille, il y a une terrasse ici. C'est pas bondé comme c'était en fin de semaine, mais on va vous montrer les images de la fin de semaine parce que samedi, dimanche, tant ici dans le marché Baille qu'à Gatineau, qu'à Chelsea, c'était bondé sur les terrasses. Les gens ont voulu en profiter, évidemment. J'ai aussi parlé à l'Association des hôteliers qui m'a dit avoir remarqué l'achalandage, une hausse de l'achalandage au cours de la fin de semaine. Les gens qui sont venus de Montréal, de Toronto pour en profiter. Et tout ça, ça inquiète. Le conseiller Mathieu Fleury, lui qui représente le quartier ici du marché Baille, est divisé sur sa position parce que lui, il trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour les commerçants, mais c'est inquiétant pour ce qui est du virus. On l'écoute. Comme élu, je suis divisé en deux. On veut le succès économique d'une zone telle que le marché Baille. On veut aussi que les gens suivent et respectent la période de pandémie. Puis la période de pandémie, ben c'est difficile quand il fait beau et chaud, mais la distanciation, rester au sein de notre famille, puis autant que possible chez nous demeure. Donc, c'est pas évident. Je sais que les propriétaires des commerces font leur possible. Mathieu, je vous propose maintenant d'écouter un épidémiologiste qui parle de la transmission du virus là, qui peut quand même se faire assez facilement sur les terrasses, par exemple. On l'écoute. Vous ne pouvez pas boire et ou bien manger un sandwich avec le masque. Donc vous êtes obligé d'enlever le masque. La minute où vous enlevez le masque, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable pour être exposé à ces variants-là. Et ils sont beaucoup plus contagieux, beaucoup plus transmissibles, et peuvent donner une maladie qui est beaucoup plus grave, surtout chez les jeunes personnes. Il y en a beaucoup qui rentrent à l'hôpital maintenant. Là. Il n'y a pas qu'à Ottawa qu'on s'inquiète, Frédéric. Dans l'Est ontarien, on nous dit même que la région pourrait retourner dans le rouge d'ici la fin de la semaine. Exactement, Mathieu. Vous savez, la ligne des 40 cas par 100 000 habitants, eh bien, on l'a franchi aujourd'hui selon le Dr Paul. Et on l'a franchi, on est rendu dans les 60 cas. Alors, selon lui, c'est inévitable. Et ça l'inquiète aussi de voir que le beau temps attire les gens. On l'écoute. À la limite, là, on ne peut pas lâcher les précautions de tout parce que sinon, on va continuer à avoir le débit qui va augmenter et on va être forcé dans zone rouge ou pire. Ça ferait dommage parce que de l'autre côté, on voit qu'on commence à vacciner plus des gens et espérons qu'on va vacciner beaucoup plus des gens. Donc, le plus qu'on fait attention et le plus qu'on laisse le vaccin faire son travail, si vous voulez. Alors, le Dr Paul recommande à tous de respecter les consignes sanitaires, le port du masque, et le conseiller Mathieu Fleury, là, Mathieu, qui recommandait aux gens qui veulent se rendre sur les terrasses, eh bien de le faire dans les heures qui sont moins achalandées. Merci beaucoup, Frédéric. Et en Outaouais également, la santé publique tire la sonnette d'alarme. La région pourrait retourner en zone rouge si la propagation actuelle se maintient. On a fait le point là-dessus aujourd'hui. Marielle, les prochains jours, en tout cas, vont être très déterminants.
Tout à fait. D'après la santé publique, d'ici 1 à 2 semaines, si la tendance se maintient, on se dirige vers un resserrement des mesures sanitaires. On dit remarquer un certain laisser-aller, ce qui se transmet forcément dans les chiffres. Pour vous donner une idée, en février, on avait une moyenne de nouveaux cas par jour d'environ 15 et là, on est rendu à 37. Et pas plus tard que la semaine dernière, on avait 17 éclosions actives. Et là, cette semaine, on est rendu à 25, dont 11 dans des milieux scolaires. Et c'est pas pour rien que je me trouve devant l'école Saint-Paul à Hall. Elle est fermée depuis la semaine dernière en raison d'une importante éclosion. Et là, à l'heure où on se parle, il y a 42 classes qui sont en isolement. Et là, avec la présence du variant, la santé publique dit qu'elle n'hésitera pas à fermer davantage de classes si nécessaire. S'il y a des cas, pas seulement dans une bulle classe, dans plusieurs bulles classes, puis qu'on sent qu'il y a vraiment une transmission à l'intérieur de l'école, on va être peut-être encore un peu plus proactif à faire une fermeture parce que justement, les variants sont un peu plus contagieux. On va revenir d'ailleurs à la situation dans les écoles à 18h30 ce soir. Parlons de la vaccination, journée importante pour les 75 ans et plus en Ontario. Oui, ils ont appris ce matin qu'ils pouvaient dorénavant se faire vacciner, prendre donc rendez-vous par téléphone ou sur le site web provincial de prise de rendez-vous. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. La province a réussi à devancer son échéancier en raison d'un arrivage plus important de doses de vaccins. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça fait bien des heureux à Ottawa. Mais c'est une bonne chose. Very well organized, cheerful people helping us through, so we're very grateful. J'étais prête à 8 heures pour inscrire mon mari, puis ça a pris environ 45 minutes. J'étais un peu plus jeune, donc il faut que j'attende. Les gens de notre groupe d'âge, j'ai parlé ce matin à mon frère, à son épouse, à ma sœur hier, oui, on est très, très heureux. Autre bonne nouvelle en terminant, il y a 2 centres de vaccination supplémentaires qui vont ouvrir demain à Ottawa. Un au centre commémoratif Eva James et l'autre à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Merci, Marielle. Eux, ils auraient commencé à parler. Il y aura des compressions chez OC Transpo. Le transporteur qui est toujours durement touché par une baisse de l'achalandage va abolir 70 postes. La fréquence sur certains circuits sera réduite à compter du 1er juillet, alors que d'autres destinations plus fréquentées, comme les hôpitaux et les centres commerciaux, seront mieux desservies. Cette réorganisation sera abordée la semaine prochaine lors de la réunion du Comité des transports. Le procès de la chauffeuse d'OC Transpo qui est accusée de conduite dangereuse causant la mort a commencé ce matin. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis ce tragique accident à la station Westboro du Transitway. Rémi, c'est un procès, nous dit-on, qui pourrait être long. Un procès qui devrait durer 8 semaines. Et la question qui sera au centre de ce procès, est-ce qu'Essatou Diallo est coupable d'avoir eu une conduite dangereuse le 11 janvier 2019? On se rappelle, son véhicule, son autobus est entré en collision avec un abribus qui se trouvait à la station Westboro et 3 personnes sont mortes lors de cet accident. Alors, Essatou Diallo fait face à 3 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et 35 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions. Elle dit qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. Elle a donc plaidé non coupable. Et aujourd'hui, on a pu entendre la couronne parler des éléments qu'elle va tenter de prouver, entre autres que les conditions routières étaient impeccables en cette journée, que la chauffeuse avait déjà emprunté ce trajet, qu'elle avait déjà fait ce trajet par le passé et qu'il n'y avait vraiment aucune raison autre que l'autobus était en très bon état. Mais la défense, on a pu déjà nous montrer un peu quelle sera sa stratégie. On a déjà posé des questions à un agent spécial d'OC Transpo à propos de certaines signalisations qui auraient été au sol et qui auraient pu induire en erreur la chauffeuse, des lignes temporaires qui auraient été mal recouvertes et qui donnaient donc des indications peut-être qui auraient pu créer de la confusion, alors ce ne serait pas uniquement la conduite de la chauffeuse qui serait en cause. Et on rappelle qu'il y a eu 3 victimes dans cet accident-là qui a causé toute une commotion à Ottawa, à commencer évidemment par les familles des victimes.
Oui, des gens qui attendent des réponses parfois depuis plus de 2 ans. Certaines personnes vont vouloir écouter le procès dans son entièreté, d'autres préfèrent ne pas se replonger dans ses souvenirs. Écoutons 2 proches. Because it's in the courts, we haven't been able to get any answers as to what happened, why it happened, and anything else related. So finally having answers sort of in sight, it feels good. Knowing the truth is a very valuable and fundamental building block for some sort of reconciliation in your own mind of what happened. Vous l'entendez, Mathieu, donc des réponses peut-être à ces questions, un certain processus de guérison, mais il faudra vraiment attendre tout ce procès et d'obtenir le jugement, procès qui devrait durer, je le répète, 8 semaines. On va surveiller ça de près. Merci beaucoup, Rémi. 3 jours après son compatriote Michael Spavor, Michael Kovrig a comparu à Pékin à huis clos. Il est accusé d'espionnage. Le manque de transparence de la Chine est dénoncé aujourd'hui par le Canada et ses alliés dans le monde qui demandent la libération des 2 Canadiens. Laurence Martin. La scène avait des airs de déjà-vu. À peine 3 jours après le procès à huis clos de Michael Spavor, les autorités chinoises ont pris les grands moyens pour que Michael Kovrig soit lui aussi jugé loin des regards du monde. Our disappointment that we have not had access to Michael Kovrig's trial today. Encore une fois, déplore le représentant de l'ambassade canadienne, on n'a eu aucun accès aux procédures. We remain deeply concerned. On n'a eu aucun accès aux procédures. We remain deeply concerned at the lack of minimum procedural protections. Ce diplomate américain s'est dit également préoccupé car le non-respect d'autres diplomates est crucial pour le Canada, qui veut montrer qu'il a de nombreux appuis dans le dossier des 2 Michael. Piqué au vif par cet élan de solidarité, le gouvernement de Xi Jinping a tout de suite dénoncé ce qu'il qualifie d'ingérence de la communauté internationale. We're taking further steps, again, in coordination with our international partners. Mais au même moment, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada ouvraient un autre front contre Pékin. On est avec nos alliés à l'international, étant très préoccupés par la situation qui font face à les minorités musulmanes dans l'ouest de la Chine, les Ouïghours. À l'instar de ses alliés, le Canada a décidé d'imposer des sanctions contre 4 dirigeants chinois responsables des camps où sont détenus les Ouïghours. Le gouvernement fédéral assure que ces représailles n'ont rien à voir avec le procès des 2 Michael. Il n'y a pas de lien entre ces deux événements. Ça fait longtemps qu'on déplore la détention arbitraire des 2 Michael et qu'on travaille avec nos alliés à travers le monde sur cette question-là. Le Canada fait le pari qu'en s'unissant avec d'autres démocraties occidentales, il a plus de chances de faire plier le géant chinois. Il sait que seul, il ne fait pas le poids et qu'avec ses alliés, il pourrait être mieux protégé contre d'éventuelles représailles de Pékin. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Une bien mauvaise surprise pour le maire d'Ottawa, Jim Watson. Un graffiti homophobe a été peint sur l'asphalte. Bien mauvaise surprise pour le maire d'Ottawa, Jim Watson. Un graffiti homophobe a été peint sur l'asphalte juste devant chez lui en fin de semaine. Un geste, Patricia, qui a fait le tour du pays. Mais il y a entre autres Justin Trudeau qui a réagi sur les réseaux sociaux. Il dit « Cette haine ignorante et inexcusable n'a pas sa place dans cette ville ou n'importe où au pays. » Il dit « Jim, les Canadiens de partout au pays sont avec toi. » Il y a également le chef du service de police de la ville d'Ottawa qui a dit, là c'est une traduction, mais il dit « Notre corps policier ne tolère pas ce type d'action. » Et oui, notre unité des crimes haineux a été interpellée afin d'enquêter sur cet acte précisément. Je vous rappelle que Jim Watson a fait sa sortie du placard officiel en août 2019, quelques jours avant la tenue de la fierté à Ottawa. Il l'avait fait à l'époque à travers une lettre ouverte au quotidien, le Ottawa Citizen. Il avait dit à l'époque que c'était une espèce de délivrance pour lui. Bien, le principal intéressé aujourd'hui en entrevue a dit, écoutez, si quelqu'un prend la peine de trouver où est-ce que j'habite et d'écrire ces mots-là devant chez moi, c'est une perte de temps pour eux, puisque cette intimidation-là, elle ne fonctionne pas pour moi. On peut l'entendre. Je ne suis pas vraiment fâché, mais je suis un peu triste pour la personne parce que ça prend beaucoup d'énergie de trouver mon adresse, acheter la peinture, faire le graffiti. La ville d'Ottawa n'est pas une ville qui fait des choses comme ça. La ville d'Ottawa est une ville progressive et tolérante et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement
de mes collègues ici au conseil municipal, les autres maires et les étrangers. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est triste, mais je ne suis pas fâché. Alors voilà, une façon un peu plus... une philosophie très positive de la part du maire qui dit ne pas non plus s'inquiéter pour sa sécurité personnelle, même si cette personne-là a pu trouver son adresse. Et la police, le service de police d'Ottawa, enquête. Il y a une enquête là-dessus. Merci, Patricia. Je vous en prie. On va toujours être là pour défendre la liberté d'expression, mais je pense que ça va faire le Québec bashing. Les déclarations d'un professeur de l'Université d'Ottawa sur le Québec continuent de faire réagir. Justin Trudeau et François Legault ont vertement dénoncé la sortie du professeur Amir Attaran, qui a laissé entendre sur le réseau Twitter que les francophones sont plus racistes que les anglophones et que le Québec était devenu l'Alabama du Nord. Le recteur de l'Université, Jacques Frémont, se dissocie de ces propos, tout en rappelant qu'ils n'ont pas été tenus dans une salle de classe. Je le disais, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas terminé. Alain, on a battu un record de chaleur aujourd'hui. Pour un 22 mars, Mathieu, 18 degrés aujourd'hui, qui l'eût cru. L'ancien record était en 1953 pour un 22 mars de 16 degrés. Et quand je dis qui l'eût cru, on a débuté la journée avec moins 4 degrés Celsius, refroidissement à moins 6. Rappelons ce que c'est. Là, je l'ai expliqué, mais quand même, donnons des faits, des choses concrètes. Nous débutons nos journées avec des températures de nuit depuis l'heure avancée. Le tout va se remettre en ordre vers le 14 avril. Et il y a une question aussi de l'angle, donc de la Terre face au Soleil. Je donne un exemple. Quand on prend l'autoroute 50, le côté nord de l'autoroute 50, la falaise, il n'y a plus de neige. Regardez les falaises, tout ça, il n'y a plus de neige. Pourquoi? Le soleil arrive du côté sud et éblouit, tout ça fait sa fonte, alors que du côté sud de l'autoroute 50, il reste encore de la neige. Le soleil n'est pas encore à un angle assez fort pour vraiment enratiquer toute cette neige. Cela dit, revenons à nos moutons. Demain, on pourrait battre un autre record. 18 degrés nous attendent. On pourrait faire 19 sous le soleil. Mercredi, jeudi, des averses, mais on reste dans la douceur. Et la journée de vendredi, ce qui est particulier, on pourrait aller chercher 20-25 mm de pluie. Les températures vont baisser. Mais la pluie, c'est correct, mais pas trop quand même. Oui, pas trop, effectivement. On surveille le niveau des cours d'eau. Merci, Alain. En tout cas, avec une telle douceur, la saison de ski va se terminer plus tôt que prévu, mais les amateurs de golf pourraient être sur les terrains très bientôt. Christian Millette. L'hiver cède sa place au printemps à un rythme plutôt rapide cette année. La chaleur est au rendez-vous, les gens sont nombreux à en profiter. À la station de ski Camp Fortune, le ski de printemps est bien entamé. Malgré une saison à se conformer aux règles sanitaires, les responsables sont heureux de la façon dont se déroule la saison. C'était une superbe saison de ski, bien achalandée avec des clients qui ont suivi toutes les directives de santé publique. Le mercure d'aujourd'hui a frôlé les 20 degrés Celsius et est venu éveiller les passionnés de vélo. Dans ce magasin de Gatineau, il y a file d'attente toute la journée. On est encore dans les vagues de l'onde de choc que l'industrie du vélo a connu l'été dernier, là. Donc, ça n'a aucunement ralenti. C'est la folie furieuse. Les gens sont un peu en panique, là. Ils ont la peur de manquer un vélo cette année parce qu'il y en a plusieurs qui en ont manqué l'an dernier. Au golf Tecumseh, on est encore sous le choc d'avoir vu la neige fondre aussi rapidement. En 72 heures, on a eu une baisse d'à peu près 10 à 12 pouces de neige. Donc, la fonte s'est faite rapidement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semble pas y avoir beaucoup d'accumulation d'eau. Cette réalité pourrait bien servir les terrains de golf de la région qui ont eu une saison difficile l'an dernier. On a dû débuter avec le COVID et puis les consignes du gouvernement qui tardaient. Donc, on a ouvert seulement les golfs le 20 mai. Donc là, avec une ouverture qui pourrait être la première semaine d'avril, ça fait quand même un gros avantage là, sur une saison. Du côté du parc de la Gatineau, les adeptes de ski de fond voient leur terrain de jeu fondre à vue d'œil. Certains semblent s'être fait à l'idée et ont décidé de marier leurs deux passions devant la situation. Comme quoi le bonheur peut être simple pour certains. Ici Christian Millette, Radio-Canada, Gatineau. Au retour, 150 000 foyers du Québec de plus, bientôt branchés à Internet haute vitesse. Quand on arrive dans la chambre, bien, on fait une file pour prendre notre température, désinfecter nos mains. Tous ces petits gestes-là, ils vont faire en sorte qu'on aura peut-être une petite chance de revenir. Et à quand la reprise des matchs, des joueurs de hockey veulent des assouplissements.
On parlait récemment de ces résidents et de ces commerçants dans la vallée de la Gatineau qui attendent toujours une connexion à Internet haute vitesse et ils sont loin d'être les seuls. Puis aujourd'hui, Québec et Ottawa se sont entendus pour investir 856 millions de dollars afin de brancher 150 000 foyers. Hugo Lavallée. En 2021, à quelques kilomètres à peine au nord de Shawinigan, dans la MRC de Mekinac, des centaines de foyers restent privés d'Internet haute vitesse. Un véritable casse-tête pour ceux qui font du télétravail, comme Nathalie Lévesque. Par exemple, des fichiers, on le fait la nuit au lieu de le faire durant le jour pour pouvoir continuer à travailler durant le jour. Depuis des années, les élus locaux ont pourtant multiplié les pressions auprès des gouvernements québécois et canadiens. Quand on voyait le nombre de semaines qui passaient, on se disait, mais vont-ils finir par se parler? Québec et Ottawa se sont finalement parlé et ils se sont entendus. Ils investiront à parts égales 826 millions de dollars, de quoi brancher d'ici l'automne 2022 148 000 foyers. On sait que les petites entreprises en région, les familles en région, les jeunes qui se rétablissent en région, ça va être des contributions économiques immédiates. À partir du moment où c'est un service qui est essentiel, si ça nécessite une contribution des gouvernements, c'est normal qu'il y ait une contribution des gouvernements. À l'heure actuelle, 251 000 foyers demeurent privés d'Internet haute vitesse au Québec. Des contrats ont déjà été signés pour en brancher 67 000, auxquels s'ajoutent les 148 000 annoncés aujourd'hui. Il en restera donc 36 000. Tous les grands fournisseurs ainsi que de plus petits joueurs se partageront le travail, de quoi rassurer les communautés. Les guerres commerciales de tu peux pas te brancher sur mon poteau, puis toi tu peux pas te brancher, puis toi je vais te charger très cher si tu te branches sur mon poteau. Ce genre de guerre-là qu'on a connu énormément dans les dernières années semble être disparu. Les 36 000 foyers qu'il restera à brancher sont dispersés et situés en territoire éloigné. Pas question d'y installer de fibre optique, on envisage plutôt une technologie satellite à basse orbite. Les deux premiers ministres, qui en étaient à leur deuxième rencontre en 8 jours, ont promis de collaborer pour trouver une solution. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec. En cette journée mondiale de l'eau, l'UNICEF rappelle que bien des gens sur la planète n'ont pas la même chance que nous. Près d'1,5 milliard de personnes, dont 450 millions d'enfants, n'ont pas assez d'eau potable pour répondre à leurs besoins. Olivier Bachand. Pendant qu'on utilise des milliers de litres d'eau potable simplement pour s'amuser, d'autres doivent marcher des kilomètres pour se procurer ce qui est une denrée rare à certains endroits sur la planète. Selon l'UNICEF, près d'1,5 milliard de personnes, dont 450 millions d'enfants, n'ont pas assez d'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Normalement, on a besoin au moins de 5 litres par personne par jour. En plus de ça, on a aussi l'eau pour tous les autres besoins, l'hygiène, le nettoyage domestique, aussi pour les activités génératrices de revenus. La situation est critique dans 80 pays, principalement en Afrique de l'Est et de l'Ouest, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Et les impacts sont nombreux. Le manque d'eau et les sécheresses entraînent la famine, la malnutrition et l'insalubrité. Avec les changements climatiques et l'augmentation de la population mondiale, le problème risque de s'aggraver. La rareté de l'eau pourrait engendrer des conflits. C'est très important que nous pensons d'être en avant de cette crise, d'identifier les zones à risque et d'essayer d'apporter les solutions. On va mettre l'eau dans la gourde. Au Canada, l'immense majorité de la population a accès à l'eau potable, mais ce n'est pas le cas dans certaines réserves autochtones. En ce moment, 58 avis à long terme de faire bouillir l'eau sont en vigueur dans une trentaine de communautés, la majorité en Ontario. C'est inacceptable dans un pays comme le Canada que cela existe. Notre gouvernement a mis les investissements à l'appui. Depuis 2015, Ottawa a injecté près de 4 milliards de dollars pour la construction et l'entretien d'infrastructures, ce qui a permis de mettre fin à une centaine d'avis de faire bouillir l'eau dans les communautés autochtones. Le gouvernement Trudeau avait promis de régler le problème au plus tard en mars 2021, mais ce ne sera pas possible. La grande cause indéniable, c'est l'impact de la COVID sur les échéanciers. Pour toute fin pratique, on a perdu
une saison de construction. Le ministre Miller estime que la grande majorité des communautés autochtones privées d'eau potable pourront y avoir accès d'ici l'automne prochain. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Reportage qui fait réfléchir dans un pays d'abondance comme le nôtre. Patricia, vous êtes allée voir sur Internet ce que les gens partageaient pour cette journée mondiale. Oui, beaucoup de vidéos, notamment avec des données, des chiffres, dont les données qu'Olivier Bachand a partagées. Mais ce que vous allez voir, c'est de Solidarité internationale, une vidéo de ce groupe-là qui aide à ce que la population entière puisse avoir accès à de l'eau potable. On y apprend, entre autres, que c'est, dans le fond, un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Autre chose, cette journée-là, elle existe depuis le 1993, ça a été lancé par les Nations unies. On y apprend, si on ne le savait pas déjà, que 2,5 % de l'eau sur la Terre est de d'eau douce et 20 % de cette eau douce-là se trouve au Canada. Donc, il faut se compter chanceux et c'est ça à quoi sert cette journée-là aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup d'eau, en tout cas, qui tombe du ciel ces jours-ci. Alain, on pourrait dire que c'est la journée mondiale du soleil, encore une fois? Écoutez, Patricia et Mathieu, je vous apprécie beaucoup, les collègues, mais j'aurais passé la journée complète au marché Baie tellement il faisait beau aujourd'hui. Mathieu, j'ai pris un bain de foule un petit peu plus tôt et j'ai rencontré des gens qui ont célébré de toutes sortes de façons l'arrivée du printemps et de la chaleur. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Les terrasses. Je vais à Chelsea sur les terrasses. Oh, j'ai fait du ski, c'était beau, c'était tellement beau. Dans le soleil, la température, c'était bien. On n'a pas besoin de porter son jacket. Non, moi, je suis un gars d'hiver, c'est ça le problème. Alors, moi, je suis un peu triste de voir l'hiver nous quitter. Bien, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude, là. Puis demain, ça va être encore plus chaud. Fait que j'aurais dû me mettre des pantalons courts, mais on ne sait pas comment trop s'habiller, hein? Elle a raison, c'est vrai qu'en début de journée, on ne sait pas trop comment s'habiller, c'est un peu plus froid, mais demain, il fera chaud jusqu'à 18 degrés, donc on pourra s'habiller un peu comme aujourd'hui, plus légèrement. Et elle a raison aussi, ça sera plus chaud demain. On vous écoute, Alain, ça mine de rien. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire en Outaouais sont de retour à temps plein à l'école. On verra les bénéfices, mais aussi les défis que ça pose. Dans 3 minutes, visite à l'école secondaire de Lille. J'ai plus de concentration à l'école. En ligne, tu peux comme perdre la concentration plus facilement. C'était plus difficile d'être une journée sur deux à l'aise. Je peux voir mes amis aussi. Et les règles, la distanciation, là, il fait beau, on a le goût, j'imagine, de se coller sur nos amis. Comment vous gérez ça? Ça va être peut-être plus un défi, mais j'ai confiance qu'on est capable de respecter les consignes, que les jeunes ont quand même un esprit, puis qu'on est capable de respecter les consignes. Je pense que c'est une opinion très mitigée envers les élèves. Il y en a plein qui avaient pris un peu goût de rester à la maison plus longtemps. Ça voulait dire qu'on pouvait se lever un peu plus tard, avoir plus de temps pour faire les devoirs après parce qu'on n'avait pas le temps à l'autobus. Mais moi, je pense que personnellement, je préfère qu'on soit à temps plein. Comme moi, j'ai un TDAH, donc être à temps plein, ça m'aide réellement à avancer dans mes travaux, etc. Puis je pense qu'il y a plein d'élèves aussi qui préfèrent ça pour se concentrer, avoir les 40 minutes vraiment travailler. Puis il y a aussi le côté social qui joue un gros bonus pour nous. C'est ça que j'allais dire, la vie sociale, revoir vos amis tous les jours, à quel point c'est important, ça? Évidemment, avec le COVID, on ne peut pas sortir hors de l'école entre amis. Il n'y a pas grand-chose qui est ouvert. Fait qu'on se voyait vraiment qu'à l'école. Et passer de voir ses amis tous les jours à 1 jour sur 2, c'était difficile pour beaucoup. Fait que moi, je suis contente de les voir tous les jours. Monsieur Letang, comment vous vous sentez aujourd'hui avec le retour de tous vos élèves? On est très fébrile. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. Comme on le sait, les élèves sont dans 3, 4, 5. Ils sont à 50 % à la maison, à l'école depuis le mois d'octobre dernier. Donc là, on sentait là, que les jeunes avaient besoin de revenir à l'école à temps plein pour justement terminer leur année scolaire du bon pied. Et ça vous rajoute combien d'élèves pour qu'on comprenne bien à l'intérieur de votre école? Bien écoutez, nous, on a une clientèle à l'école de 1500 élèves. Donc, ça touche, je vous dirais, peut-être autour de 450-500 élèves. C'est quand même plus de monde. Là, on est à l'extérieur sur l'heure du midi. On voit que les jeunes sont contents de se retrouver. Quel défi ça pose pour vous pour être capable de continuer de faire respecter les consignes?
Bien, c'est sûr que ce matin, à leur retour, on a fait un message à l'intercom, leur rappelant c'était quoi les mesures sanitaires, c'était quoi nos attentes envers eux. C'est sûr qu'au niveau des aires communes, les aires communes vont demeurer fermées jusqu'à la fin de l'année. Donc, la cafétéria reste fermée, les salles de casier, agora, tout ça. Donc, ce qu'on demande aux élèves, justement, c'est de respecter, d'avoir leur masque comme il faut, de maintenir une distanciation de 2 mètres autant que possible avec le personnel, de ne pas échanger leur nourriture. Bref, d'essayer justement d'être un modèle face à ces demandes-là. Avez-vous l'impression de jouer à la police des fois, la police du masque, la police des consignes? Je vous dirais qu'on le fait beaucoup au début, mais je les trouve tellement bons depuis, je vous dirais, depuis avant les fêtes. Les jeunes respectent beaucoup le port du masque, essaient justement ils apportent leur propre nourriture. Mais honnêtement, je vous dirais que je ne peux pas me plaindre de la clientèle qu'on a ici. Je trouve qu'on a une belle clientèle. Craignez-vous qu'on assiste à plus de cas, plus d'éclosions parce qu'il y a plus de monde à l'intérieur de l'école maintenant? Bien, c'est sûr que c'est toujours un risque, mais c'est sûr que nous, on continue toujours à respecter les mesures sanitaires, puis on travaille beaucoup avec la santé publique. Donc, quand il y a des cas qui sont déclarés positifs, Santé publique communique avec nous, on détermine un plan de match. Mais je vous dirais qu'au moment où on se parle, tout ce qui était fait en collaboration avec la santé publique, je trouve qu'on minimise présentement les impacts quand il y a quand il y a des cas positifs dans l'école. Et là, vous êtes déjà touché, les secondaires 4. C'est quoi le statut des cas en ce moment à votre école? Les secondaires 4, Exploration, ils ont été retirés de l'école depuis la semaine dernière de façon préventive. Et puis, ils vont être de retour le 1er avril. Donc, présentement, les enseignants continuent à enseigner en ligne à ces élèves-là. Est-ce que c'est un casse-tête de gérer ça au quotidien, les cas, les courriels aux parents, les communications, la santé publique? Bien, je pense qu'on est devenu bon là-dedans au fur et à mesure qu'on a avancé. C'est sûr qu'on a développé beaucoup notre communication avec le personnel puis avec les parents. Donc, avec les parents, je pense que je suis rendu à ma 22e communication par courriel avec les parents cette année. Donc, moi, je pense que c'est important de garder un message clair, un message qui est transparent, parents cette année. Donc, moi, je pense que c'est important de garder un message clair, un message qui est transparent, puis en donnant l'heure juste. Puis à ce moment-là. Les enseignants aussi, qu'est-ce que ça change d'être en présentiel tout le temps maintenant? Bien, eux autres aussi sont contents parce que ils ont dû un peu modifier un peu leur style d'enseignement avec les cours en ligne. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que quand il y avait des cours en présentiel à 50 %, les élèves, quand ils venaient à l'école, bien, ils étaient continuellement en évaluation parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'évaluation à l'extérieur, à la maison. Donc, à ce moment-là, bien, il y a des élèves qui se retrouvaient en surcharge cognitive parce qu'il y avait plusieurs examens au cours d'une même journée. Donc là, à ce moment-là, bien, ça permet aux enseignants présentement, avec le retour à temps plein, bien, de modifier leur planification, puis aussi changer aussi leur planification d'examen aussi. On vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, M. Letang. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Le milieu du sport entame la semaine avec optimisme alors que la réouverture partielle des activités au Québec est prévue pour ce vendredi. Mais les assouplissements ne changent rien pour certains sports comme le hockey midget 3A, par exemple. L'Intrépide de Gatineau s'entraîne déjà en classe bulle depuis des mois et voudrait maintenant plus de latitude. Jonathan Jobin. C'est la réalité des membres de l'Intrépide depuis l'automne dernier. Les joueurs doivent passer un contrôle de leur température en arrivant à l'aréna et doivent aussi respecter une distance physique dans le vestiaire. Bien, au départ, c'est sûr que c'est un ajustement, mais je te dirais que plus le temps avance, plus on est habitué à ça, puis ça vient comme la routine, fait qu'on s'en rend plus vraiment compte. Ils portent même un casque spécial muni d'une visière complète et d'un masque.
Ils doivent également toujours rester à 2 mètres de distance les uns des autres sur la glace. Bien, que ce soit à l'aréna ou à l'école, on reste à 2 mètres, on fait attention, on ne se serre pas la main. Tous ces petits gestes-là, ils vont faire en sorte qu'on aura peut-être une petite chance de revenir. L'Intrépide avait espoir que le déconfinement partiel donne plus de marge de manœuvre au hockey midget 3A. Je pense que ça fait 6 mois qu'on pratique, qu'on respecte des mesures strictes, qu'on a des choses en place. On s'attendait définitivement à des meilleures nouvelles ou à une certaine progression. Pourtant, rien ne changera sur la glace du complexe Branche-Aubrière dans les prochains jours. Il y a plusieurs ligues de notre niveau qui jouent en Ontario, proche de nous, ailleurs au Canada. La santé, la sécurité des joueurs, c'est la priorité, mais on pense quand même qu'avec toutes les mesures en place, on est capable de faire une prochaine étape, comme peut-être jouer du 10 contre 10 à l'intérieur de notre région. Dans le scénario actuel, les entraîneurs doivent faire preuve d'imagination pour créer des exercices qui respectent la distanciation physique. Je ne pense pas que notre avenir est gaspillé en développement parce que ça nous permet de pratiquer des choses qu'on n'a pas le temps de pratiquer en situation normale. On peut pratiquer plus de choses individuelles. Et je pense que notre morale, il faut le garder haut. À chaque jour, on peut s'améliorer. Puis c'est une opportunité d'embarquer sur la glace que d'autres enfants n'ont pas. Martin Lafleur est fier de la résilience que démontrent ces jeunes joueurs. Moi, je les trouve extrêmement bons. Ça serait facile de se décourager, mais quand tu es un jeune de 15, 16, 17 ans, tu veux des compétitions, tu veux te mesurer à d'autres. C'est sûr que ça leur manque, il n'y a pas de doute. L'Intrépide espère que la réouverture prochaine des activités sportives dans plusieurs milieux prouvera à la santé publique qu'un déconfinement plus large est possible. La Ligue Midget 3A garde toujours espoir de jouer une mini-saison d'ici l'été. Ici Jonathan Jobin, Radio-Canada, Gatineau. Retenez bien ce nom-là, Leila Annie Fernandez est devenue hier au Mexique la première Québécoise à remporter un tournoi de la WTA depuis Eugénie Bouchard en 2014. La jeune femme de 18 ans se classe maintenant au 72e rang mondial et selon les experts, elle n'a pas fini d'épater la galerie. Michel Chabot. Championne des internationaux de France chez les juniors il y a 2 ans, Leila Fernandez a signé le premier triomphe de sa carrière professionnelle dimanche à Monterrey, au Mexique. Elle s'est ensuite souvenue du chemin parcouru pour y arriver. Les sacrifices de ma famille, de mes entraîneurs, moi, mes sacrifices, ça m'a aidé dans les moments difficiles. Née à Montréal d'une mère philippine et d'un père équatorien qui ont tout sacrifié pour l'avenir de leurs 2 filles dans le tennis, Leila Fernandez a choisi de quitter Montréal et le centre d'entraînement de Tennis Canada en 2019 pour aller rejoindre sa famille en Floride. On n'a pas de REER, on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas de maison, on n'a rien, honnêtement. C'est ce qu'on a, on l'a dévoué dans le tennis. Pendant que sa mère travaillait, c'est son père Jorge qui l'a entraînée en compagnie de sa sœur cadette Bianca et qui supervise encore son développement. Ce premier titre l'a rendu fière, mais l'a aussi émue. Comme père de famille, non, je voulais pleurer. Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé d'aller nettoyer le garage pour essayer de ne pas pleurer. À 5 pieds 4, elle est petite comparativement à la plupart de ses rivales, mais elle compense par sa fougue et sa passion. Sur le plan mental, mais c'est un monstre. Elle est d'une ambition, elle est d'une détermination hors du commun. Même chez les athlètes de haut niveau, c'est vraiment exceptionnel. Elle impose un style de jeu très rapide, mais elle est aussi très intelligente, très créative dans sa façon de jouer. La façon dont elle remporte ses matchs, donc elle prend l'avantage du point et c'est elle qui attaque. C'est elle l'agresseur finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de la voir s'amener au filet pour terminer le point et plus souvent qu'autrement avec succès. Jusqu'où peut-elle se rendre? Difficile de le dire, mais son père croit qu'elle a le potentiel pour réaliser de grandes choses. Personnellement, avec ce que je vois présentement, si elle continue, elle pourrait avoir 20 ou 30 sites à la fin de sa carrière et possiblement un grand chelem, ça dépend. Leila Fernandez est de retour en Floride, mais les célébrations en famille attendront. Elle doit d'abord tenter de se qualifier pour l'Omnium de Miami au cours des prochains jours. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal. De plus, comme parler de thématiques qu'on parle moins, surtout les femmes, quand on a dans...
La pandémie n'a pas eu raison de la créativité de l'auteure, compositrice, interprète Marie-Claude, qui a sorti 3 mini-albums au cours de la dernière année. Et toutes ces chansons-là, Kevin, sont maintenant rassemblées à un seul et même endroit. Un album concept qui s'intitule Shell, qui rassemble ces 10 chansons-là, qui racontent l'histoire de sa relation qui a duré 10 ans, donc du début, milieu et à la fin de cette relation-là, et aborde des thèmes qui sont très, très importants pour l'auteur, compositrice, interprète. Je l'ai rencontré pour en parler. Marie-Claude en avait gros sur le cœur et avait visiblement des comptes à régler. La musique est devenue son exutoire. 100%. Absolument. 100%. Absolument. Je ne savais pas trop où d'autres me diriger. C'est un peu juste... J'avais même pas... Ça va sortir sur un album, ça va être ça, le branding. C'était vraiment que de l'art, que de je m'exprimais. Loose lips, sink ships, Elle s'exprime abondamment sur Shell, disque concept réunissant les chansons de 3 mini-albums sortis dans la dernière année. Le féminisme, l'émancipation, le célibat et sa rupture sont les thèmes abordés sur les 10 chansons. J'essayais de plus comme parler de thématiques qu'on parle moins, surtout les femmes, quand on est dans notre trentaine, dans notre quarantaine. Elle dénonce aussi. La chanson Trophy Wife aborde la misogynie vécue par les femmes de joueurs de hockey professionnels. Et elle en sait quelque chose. Son ex-copain de 10 ans, dont elle préfère taire le nom, en était un. C'était une expérience pour moi qui a été honnêtement super intéressante et très positive par moments, mais traumatisante aussi. C'était très sexiste, c'était désagréable par moments, c'était insultant. Moi-même, j'étais mal à l'aise avec ma propre féminité. Puis ça, c'est quelque chose qui était super important, en fait. Puis je suis comme, wow, c'est tellement ironique que cet album-là m'a fait réaliser ça parce que je pense que moi-même, je jugeais ces femmes-là. On s'est hissé à bout de nerfs. Elle a transformé ses expériences négatives en musique pop envoûtante, positive et assumée. Pour moi, Shell, c'est la personne qui décide de sortir de son coquillage. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est vraiment juste cette émancipation-là, cette liberté-là, oser être soi-même. Cette quête libératrice se solde par une reconnexion avec sa propre féminité. Ici Kevin Sweet, Radio-Canada, Ottawa. Les gouvernements fédéral et du Québec annoncent un investissement de 826 millions de dollars pour brancher 150 000 foyers à Internet haute vitesse. Quel sera l'impact de cette initiative en Outaouais? On en parle demain à l'émission. J'ai hâte, moi aussi, d'aller vous retrouver à l'extérieur. Alain, on remet ça pour demain, une autre journée splendide. On remet ça pour demain, une autre journée splendide. Et ça va prendre de la protection solaire, facteur de protection solaire, je vous le dis, Mathieu, parce que certaines personnes ont eu ce qui l'a fait très, très beau. Écoutez, demain, on peut le voir avec la carte 48 heures, donc demain, ce sera beau, mais demain soir, les nuages, tranquillement pas vite, vont s'insérer dans notre réalité parce que mercredi, ce sera partagé, mais surtout des averses, donc vont nous toucher. Cela dit, regardons pour la nuit prochaine, pour tous les secteurs, c'est principalement dégagé. Quelques passages nuageux peut-être dans le Pontiac, la Haute-Gatineau et dans l'Est ontarien, mais somme toute, on est près du point de congélation. Pour la journée de demain, c'est du beau soleil, le maximum qu'on pourrait atteindre 18-19, donc on pourrait battre un record donc pour un 23 mars, donc ensoleillé. Et sur le 5 jours, bien, comme je vous disais, certes, demain ensoleillé, mais mercredi et jeudi, là, on voit qu'il y a une dépression qui arrive donc du Colorado, qui va chercher un peu se renforcer en passant donc sur le Mid-Ouest américain et ensuite au-dessus des Grands Lacs, qui pourrait nous offrir donc des averses, surtout pour la journée de vendredi. On parle de 20 à 25 mm de pluie, c'est énorme, mais c'est quand même le scénario pour les prochains jours. Profite du beau temps pendant que ça dure, un avant-goût de ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Alain. Et merci à vous d'avoir été avec nous au Téléjournal ce soir. Ici Mathieu Nadeau. Passez une bonne soirée à notre antenne au nom de toute l'équipe. On se retrouve demain à 18h.